Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du cours de biochimie structurale et on va voir aujourd'hui le chapitre concernant les acides nucléiques. Voici le plan que je vous propose ici pour ce cours. D'abord une introduction, ensuite un bref historique à propos de la découverte des acides nucléiques, avant d'aborder les constituants des acides nucléiques, ADN et ARN, et leur structure. Ensuite, on verra les propriétés physiques et chimiques, avant de passer à la conclusion. Donc on commence par une introduction. L'étude des acides nucléiques, ADN, acide désoxyribonucléique, et ARN, acide ribonucléique. Cette étude est indispensable pour comprendre les secrets de la vie. En effet, pour comprendre la biosynthèse des protéines, les phénomènes de génétique, l'évolution, tous ces phénomènes sont liés aux acides nucléiques. Pour mieux les assimiler, les comprendre, il faut comprendre et passer par l'étude des acides nucléiques. L'ADN, acide désoxyribonucléique, et ARN, acide ribonucléique, vont jouer un rôle crucial en tant que porteur et transmetteur de l'information génétique. Tout ce qui est génétique, tout ce qui est hérédité, va passer par ces deux acides ADN et ARN. Au cours de notre cours d'aujourd'hui, nous plongerons ensemble au cœur de la structure des acides nucléiques et nous étudierons leurs propriétés physiques et chimiques. Pourquoi ? Les propriétés physiques vont nous permettre de définir la stabilité structurelle des acides nucléiques et les propriétés chimiques vont nous dicter leur capacité à transmettre l'information génétique de génération en génération. Un bref historique. En 1944, donc c'est pas très loin, Thomas Avery identifie la substance qui compose les chromosomes, c'est-à-dire l'ADN. 6 ans plus tard, Edwin Chargaff découvre les constituants de l'ADN. Et seulement le 25 avril 1953, une dizaine d'années après sa découverte, l'équipe du biologiste américain James Watson et du physicien britannique Francis Crick publie un article dans la revue Nature et démontre que la structure de l'ADN est une double hélice. Et cette découverte, elle est fondée sur une synthèse des différentes connaissances, notamment des travaux d'observation de diffraction des rayons X de Maurice Wilkins et Rosalind Franklin. Et cette découverte vaut en effet à Crick et Watson et Wilkins le prix Nobel de la physiologie et de la médecine en 1962 et permettra de comprendre l'ensemble des mécanismes moléculaires de la réplication, de la transcription, de la traduction, etc. Et c'est grâce au travail de ces chercheurs qu'il a été possible de séquencer le génome humain et de révolutionner la pratique médicale. On passe maintenant aux constituants des acides nucléiques. Le premier constituant des acides nucléiques, ce sont les pentoses. On va trouver 2 sucres particuliers à 5 carbones dans les acides nucléiques. Regardez ici, sur cette diapositive à droite, on a cette molécule que vous connaissez très bien, le ribose. 5 carbones, une fonction aldéhydique, tous les OH orientés à droite, et une fonction alcool, CH2OH, ici, sur le 5e carbone. Et c'est la forme, linéaire, la représentation de Fischer qu'on a vu, dans le cours sur les glycides. Donc on va trouver ce sucre dans les acides nucléiques. Il va se trouver dans les acides nucléiques sous 2 formes. Sous une forme
cyclique ici, qu'on appelle donc le cycle en furanose. 5 sommets. Voilà. Et avec un OH sur le deuxième carbone ici de prime. Donc c'est un ribofuranose. L'anomérie ici est bêta parce que le OH sur le premier carbone ici, C1', est orienté vers le haut. Et la configuration de ce sucre qu'on va trouver donc dans les acides nucléiques va être sous la forme D, une configuration D. Et je vous rappelle ce que c'est que la configuration D, c'est quand l'avant-dernier carbone ici sur la représentation de Fischer est orienté à droite. Quand il est orienté à gauche, on l'appellera configuration L. Donc ici, c'est la configuration D. Deuxième type de configuration, ou de sucre donc on va trouver dans les acides nucléiques, toujours le ribose, mais cette fois-ci, sans le OH sur le deuxième carbone. C'est un désoxy bêta-D-ribofuranose. Donc désoxy parce qu'il a perdu ici le OH sur le deuxième carbone. Bêta, l'anomérie, donc toujours son OH vers le haut. Et la configuration D, l'avant-dernier carbone, donc ici, verra son OH orienté à droite. Donc, une chose importante, dans l'ARN, on trouvera le ribose, alors que dans l'ADN, on trouvera le désoxyribose. D'ailleurs, ce sont ces sucres qui ont défini donc la nomenclature de ces acides nucléiques. ADN, donc le D vient de désoxyribose, et ARN, le R vient du ribose. Deuxième constituant, donc des acides nucléiques, les bases azotées. Ici aussi, on va trouver deux types de bases. Les bases pyrimidiques, ici, et les bases puriques. Alors, les bases pyrimidiques, ils sont au nombre de 3. Ils vont dériver toutes de la pyrimidine. Voici la pyrimidine. C'est ce cycle-là, azoté. On trouve 2 azotes ici. La numérotation commence par ce premier azote. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ici, on va trouver donc 3 types de bases pyrimidiques. La première, la cytosine. Je vous laisse regarder un peu sa structure avec un NH2 ici et un oxygène, une fonction cétonique ici. C'est ce qu'on appelle la cytosine. Et cette base azotée va se retrouver à la fois dans l'ADN et dans l'ARN. Deuxième base pyrimidique, la thymine. Là, on va trouver donc la même structure qu'ici, avec un méthyle ici, et avec 2 fonctions cétoniques sur le cycle. Et la thymine va se retrouver uniquement au niveau de l'ADN. Troisième base pyrimidique, l'uracile. L'uracile, elle ressemble un peu à la thymine, mais sans le méthyle ici. Et elle va se retrouver uniquement au niveau de l'ARN. Donc retenez bien, premier type de base, base pyrimidique, 3 types, ils dérivent toutes de la pyrimidine, et il y en a qui se trouvent dans les 2 acides nucléiques, ADN et ARN, alors que il y en a une ici, la thymine, uniquement au niveau de l'ADN, et l'uracile uniquement donc au niveau de l'ARN. Deuxième type de base, donc on trouve dans les acides nucléiques, les bases puriques. Là aussi, ces bases puriques sont en nombre de 2, et ils vont dériver de la purine. Voici la purine ici. Ce double cycle ici, et j'attire votre attention sur la façon donc de numéroter les atomes ici sur les 2 cycles. On commence ici par cet azote, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on continue sur le deuxième ici cycle, 7, 8 et 9. Donc base azotée parce qu'il y a plusieurs atomes d'azote ici. Donc c'est bien une base. Voici les 2 types donc, de bases puriques qu'on trouve dans les acides nucléiques, à la fois au niveau de l'ADN et au niveau de l'ARN. D'abord l'ADN ici, au milieu,
avec une fonction amine NH2 ici sur le carbone 6. Et la guanine, voilà, la fonction NH2 de l'adénine est remplacée par une fonction cétonique. Par contre, on trouvera toujours la fonction amine sur le carbone 2. Voilà pour les bases. Troisième constituant qu'on trouve dans les acides nucléiques, l'acide phosphorique. L'acide phosphorique, c'est cette formule ici, H3PO4, quand il n'est pas chargé, mais sa charge va dépendre donc de l'acidité du milieu. Plus le milieu est basique et plus cet acide donc va fournir des protons au milieu et va se retrouver donc chargé négativement. On peut donc enlever un H+ et charger donc une seule charge négative. Quand deux protons partent, c'est deux charges négatives sur la molécule donc d'acide phosphorique. Et quand ces trois protons sont fournis au milieu, l'acide phosphorique va se retrouver chargé 3 fois négativement. Donc ici, l'ionisation donc, de l'acide phosphorique va dépendre du pH du milieu. Voilà. Donc, retenez bien, dans les acides nucléiques, 3 constituants importants, essentiels. Le sucre, ribose ou bien désoxyribose, les bases puriques ou pyrimidiques, et puis l'acide phosphorique, dont la charge va dépendre du milieu. Voilà. Maintenant, on passera donc aux nucléosides. C'est quoi les nucléosides? C'est quand on va associer le sucre, le ribose ou bien désoxyribose, avec une base, pyrique ou pyrimidique. Regardez ici donc le tableau. Ici, 3 colonnes. La première va nous donner la base. La deuxième, le type de sucre qu'on va associer à cette base. Et la troisième colonne va nous donner la nomenclature donc du nucléoside. Donc retenez bien, nucléoside, base plus sucre. Donc prenons quelques exemples. Quand la base est la cytosine et le sucre est le ribose, le nucléoside s'appellera une cytidine. Quand le sucre est un désoxyribose et la base est toujours une cytosine, le nucléoside s'appellera désoxycytidine. Thymine ribose donnera thymidine. Thymine désoxyribose donnera désoxythymidine. Uracile ribose, uridine. Uracile désoxyribose, désoxyuridine. Guanine ribose, guanosine. Guanine désoxyribose, désoxyguanosine. Adénine ribose, adénosine. Et adénine désoxyribose, désoxyadénosine. Donc, entraînez-vous sur l'association donc, des différentes bases et des différents sucres pour un peu retenir le nom de ces molécules de nucléosides. Voici quelques exemples de structure des nucléosides. Donc, rappel sucre plus base. Voici notre sucre, soit un désoxyribose, soit un ribose, et puis une base, ici, liée, ou la liaison sucre-base, C1' avec l'azote 9. Même chose ici. Quand la base est pyrimidique, c'est N1 avec le carbone C1'. Alors, par exemple, ici, on a donc une adénine qui est reliée à un désoxyribose. On appellera donc ici ce nucléoside désoxyadénosine. Et quand la base est une cytosine qui est liée à un ribose, le nucléoside s'appellera une cytidine. Et ainsi de suite. Passons maintenant aux nucléotides. Qu'est-ce que c'est que ces nucléotides? Ce sont des composés qui sont donc formés par l'association d'un sucre, comme les nucléosides, d'une base, comme les nucléosides, mais ici la différence, parce qu'il y a un phosphate en plus. Donc voici comme tout à l'heure un tableau qui nous donne un peu la nomenclature de ces nucléotides.
La colonne de gauche donnera les bases, la deuxième les sucres, et ensuite, ici, on définira donc le nom du nucléotide, et ici, à droite, soit l'association se fera avec un seul phosphate, ou bien 2 phosphates, ou bien 3 phosphates. Donc on peut associer 3 phosphates donc, à ces nucléosides pour obtenir des nucléotides. Prenons quelques exemples. Prenons la base cytosine, le sucre, le ribose, et le nucléotide s'appellera cytidine 5'-phosphate. Cytidine 5'-phosphate, parce que le phosphate va s'associer sur le carbone 5' du sucre. Donc, on notera ce nucléotide CMP, donc cytidine monophosphate. Quand il y a 2P, 2 phosphates, on parlera de CDP, cytidine 5' diphosphate. Et quand c'est 3 phosphates, on appellera le nucléotide cytidine 5' triphosphate. Quand le sucre est un désoxyribose, et toujours la base est une cytosine, on parlera des désoxycytidine 5' phosphate. Et comme tout à l'heure, on aura la possibilité d'associer un seul phosphate, 2 phosphates ou 3 phosphates. Donc, désoxycytidine 5' monophosphate, désoxycytidine diphosphate ou désoxycytidine triphosphate. Et ça sera la même chose pour les autres bases et les autres sucres. Donc, je vous laisse un peu vous balader ici et voir un peu la composition des différents triglycérides, nucléotides qu'on peut obtenir par l'association des différentes bases et des différents sucres. Voilà. Un exemple donc de structure des nucléotides, toujours la composition c'est un sucre, soit ribose, soit désoxyribose, une base, soit purique, soit pyrimidique, et puis 1, 2 ou 3 phosphates. Donc voici ce qu'on obtient ici. Voici un nucléotide, la base, toujours l'association qu'on a vue donc au niveau des nucléosides au sucre ici sur ce premier carbone. Et puis la différence avec les nucléosides, c'est qu'on a sur le carbone 5 ici du ribose, soit un phosphate, soit 2 phosphates, soit 3 phosphates. Donc maximum 3 phosphates qu'on peut associer à ce carbone 5 ici du sucre. Le premier phosphate, c'est un phosphate alpha. Le deuxième, c'est un phosphate bêta. Et s'il y a un troisième phosphate, on parlera de phosphate gamma. Et suivant l'acidité du milieu, donc ces phosphates vont être soit chargés négativement, soit ne pas chargés quand ils ont des protons, quand ils ont gagné des protons. Donc, soit des nucléotides monophosphates, ou des nucléotides diphosphates, ou des nucléotides triphosphates. Voilà. Alors, quelles sont les fonctions de ces nucléotides ? Les nucléotides sont les éléments de base des acides nucléiques. Ça, c'est comme le cas des acides aminés pour les protéines ou pour les oses pour les sucres, donc pour les glucides. Ici, la base, ou bien si vous voulez, les éléments de base qui vont constituer les acides nucléiques, ce sont les nucléotides. Ce sont des liens chimiques essentiels dans la réponse des cellules aux hormones et aux autres stimuli extracellulaires. Par exemple, l'AMP cyclique. En effet, vous allez voir dans le métabolisme que l'AMP cyclique, qui est un nucléotide particulier parce qu'il va être cyclique et qui va jouer un rôle comme messager chimique secondaire dans les excitations donc, des cellules. Donc ne pensez pas que toujours un nucléotide, c'est les acides nucléiques. Il peut jouer d'autres rôles au niveau de la cellule.
Ils peuvent constituer la monnaie énergétique des transactions métaboliques, principalement l'ATP. En effet, l'ATP, c'est un nucléotide qu'on va trouver dans les acides nucléiques, mais il peut jouer un rôle parce que la cellule va l'utiliser comme monnaie énergétique quand elle aura besoin donc d'énergie pour vivre. Et les nucléotides, ils peuvent jouer le rôle de composants structurels d'un ensemble de cofacteurs enzymatiques et d'intermédiaires métaboliques. En effet, voici quelques exemples de nucléotides. Le FAD, le NAD, nicotinamide adénine dinucléotide, et le FMN, donc. Ce sont donc des nucléotides que vous allez étudier donc, lors du métabolisme, et notamment au niveau de l'enzymologie, parce qu'ils vont jouer un rôle très important comme cofacteurs donc, des enzymes. Voilà, donc retenez bien, les nucléotides, composants très importants de base dans les acides nucléiques, mais ils peuvent avoir d'autres rôles comme messager chimique, comme monnaie énergétique, comme des cofacteurs enzymatiques, etc. Et voilà, ici, je vous ai mis en bas la structure des nucléotides particuliers, l'AMP cyclique, qui va jouer un rôle central et très important dans les phénomènes énergétiques donc, de la cellule. Voilà sa structure, toujours une base, un sucre et un phosphate, c'est pour ça qu'on le classe parmi les nucléotides, mais il est cyclique ici. Le phosphate, il est à la fois lié au carbone 5' du sucre et au carbone 3'. C'est pour ça qu'on parle d'AMP, mais d'un AMP cyclique. C'est pour ça qu'on met un petit C ici dans l'écriture de l'AMP. Maintenant, voyons un peu en détail ces acides nucléiques et on commence par l'ADN. Donc l'ADN, acide désoxyribonucléique, c'est quoi? C'est le support de l'information génétique. Donc cet acide nucléique il est très important parce qu'il va jouer un rôle dans tout ce qui est hérédité, tout ce qui est génétique. Parce que c'est là où on va trouver l'information génétique, la couleur des yeux, la taille, etc. Tout va être inscrit au niveau de l'ADN. Et l'ADN, où est-ce qu'on va le trouver? Il va être localisé surtout au niveau du noyau des cellules. Donc en grande majorité dans les noyaux des cellules, mais on va le trouver un peu dans les mitochondries. Et l'ADN mitochondrial va jouer un rôle particulier parce qu'il va être responsable de l'hérédité maternelle. Donc tout ce qu'on va recevoir de notre mère, de nos mères, va provenir donc de l'ADN mitochondrial. Et l'ADN, c'est un polynucléotide. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les nucléotides vont s'associer les uns aux autres pour donner justement des brins d'ADN, pour constituer l'acide désoxyribonucléique et qui va contenir le désoxyribose et jamais d'uracile. Donc le sucre, c'est un désoxyribose, c'est pourquoi on parle de D, donc comme désoxy, et on ne va jamais trouver la base pyrimidique uracile dans l'ADN. Et dans la cellule, l'ADN va être organisé en chromosomes. Donc vous verrez un peu dans votre cours de biologie cellulaire ce que c'est. Les chromosomes, c'est là où va être donc compacté l'ADN, la majorité de l'ADN, et il va être tellement compacté qu'il va prendre une petite place donc, au niveau de l'ADN. Et ces chromosomes, ils ont pour fonction de rendre l'ADN donc plus compact à l'aide des protéines, donc pour la protéger, et notamment les bases d'histone. Les bases qu'on va trouver au niveau de l'ADN, qui vont aider dans la compactation donc, de ces molécules d'ADN, vont s'appeler des bases histone. Donc des protéines particulières et qui forment avec les acides nucléiques une substance qu'on appelle la chromatine. Donc tout ça, vous allez le trouver, vous allez l'étudier en détail dans la biologie cellulaire quand vous allez étudier l'organite donc, qui est le noyau. Et enfin, l'ADN, c'est un polymère de nucléotides, ça on l'a dit, donc c'est un polynucléotide, et qui
qui vont être reliés par des liaisons phosphodiester. Donc on va trouver les nucléotides reliés les uns aux autres par la liaison phosphodiester. L'hydroxyle en 3' de la partie oxidique, donc du sucre, du premier nucléotide, va être associé à l'hydroxyle en 5' de l'ose du nucléotide adjacent. Par convention, on va lire toujours le polynucléotide dans le sens 5' vers 3'. Et on verra ça sur les diapositives suivantes. Vous allez comprendre mieux un peu comment cette liaison va se passer d'un nucléotide avec un autre. Mais retenez ici, à la fin, on obtiendra un fibre ici, ou un brin, d'ADN constitué de nucléotides. Comme ici, les bases sont notées CTGA, c'est cytosine, thymine, guanine, adénine, etc. Donc ces nucléotides vont être reliés les uns aux autres par des liaisons phosphodiester et seront orientés 5', 3'. Du côté 5', on aura un phosphate libre et du côté 3', le dernier nucléotide aura un OH, ici du sucre libre. Voici sur cette diapositive donc le détail de liaison entre les nucléotides. Je viens de vous dire qu'un nucléotide, c'est une base sucre et phosphate, toujours base sucre-phosphate. Voici un deuxième nucléotide, un troisième, base sucre et puis phosphate, etc. Et ces nucléotides vont être donc reliés les uns aux autres par cette liaison ici, phosphodiester. Le phosphate va être à la fois relié aux 3' de ce sucre et aux 5' du sucre suivant. C'est pour ça on a ici une double liaison ester et on parlera d'une liaison diester. Et comme c'est un phosphate, on parlera d'une liaison phosphodiester. Donc retenez bien, la liaison phosphodiester, c'est la liaison qui relie deux nucléotides. Donc ici, la même chose, etc. Donc les nucléotides vont être reliés les uns aux autres pour former un enchaînement, un brin de nucléotides, un polynucléotide qu'on appelle donc un brin d'ADN. Et il est orienté 5' ici, puisque sur le carbone 5' ici, le phosphate est libre, vers 3' parce que le 3' ici aura un OH de libre. Alors que les autres ici vont être engagés dans les liaisons phosphodiester. Donc retenez bien, un enchaînement de polynucléotides reliés les uns aux autres par des liaisons phosphodiester et l'orientation est 5' phosphate vers 3' OH. Toujours dans la structure donc, de l'ADN, comme on a dit dans l'historique tout à l'heure, ce sont les études au rayon X qui ont permis de constater que l'ADN est une molécule double brin. Et ce sont donc deux brins qui vont être orientés d'une manière donc différente. C'est pour ça qu'on parlera de double brin antiparallèle. Donc ces brins vont être linéaires chez les organismes eucaryotes. Par contre, ils vont être circulaires chez les organismes prokaryotes et dans l'ADN de la mitochondrie et des chloroplastes. Donc là, les brins vont être circulaires, alors que chez les eucaryotes, les brins vont être linéaires. Donc voici une première constatation. Découverte par les rayons X, et ils vont être soit linéaires, soit circulaires. Alors, en général, la structure de l'hélice, donc maintenant la structure régulière de l'ADN, c'est une hélice constituée de deux brins antiparallèles. Et cette hélice va avoir donc un pas de 3,4 nanomètres. Donc parce qu'il va s'enrouler sur elle-même. Et le pas, l'enroulement, on va trouver la distance entre les deux courbures est de 3,4 nanomètres avec un diamètre de 2 nanomètres. Et on va trouver 10 nucléotides par tour d'hélice.
Des expériences ont montré qu'il y a autant de A, de base A, que de base T, et autant de base G que de base C. Donc on a bien A égale T et G égale C. On a aussi A plus G égale C plus T. C'est normal, quand A égale T et G égale C, on a bien A plus G égale C plus T. Par contre, A plus T sera différent de G plus C. C'est ce qu'on appelle la règle de Chargaff. Donc vous verrez ça dans le TD quand vous allez étudier donc les acides nucléiques. Encore une remarque, les deux brins vont être associés par des liaisons hydrogènes. Et cette liaison va se passer entre les bases complémentaires. La conformation, la forme des sucres va définir le type d'ADN. En effet, on aura plusieurs types d'ADN, l'ADN A, l'ADN B ou l'ADN Z. Donc, ces différentes formes d'ADN vont être différentes les unes aux autres. En effet, par exemple, dans la conformation A, ici, regardez, quand le sucre prend cette forme, ici, donc ici, c'est la conformation A. La distance ici entre 5', 3' est très réduite, alors qu'ici, par exemple, dans cette conformation B, la conformation va être plus étendue parce que la distance entre le carbone 5' du sucre et le carbone 3' va être plus grande. Donc, regardez un peu la forme de ces sucres. Elle est différente dans la conformation A et la conformation B. Elle va être plus étendue ici, donc dans la conformation B. Voilà sur cette diapositive une image qui va vous illustrer, vous faciliter un peu la compréhension de ces différents types d'ADN. À gauche, l'ADN A, type A, voilà, plus compacte, plus réduite. Alors que l'ADN B ici, intermédiaire entre les deux, ici, c'est celle qu'on va trouver un peu le plus répandu dans les organismes vivants. Et puis la forme Z entre les deux, donc elle est ici à droite. Voilà, donc c'est la forme B qui est la forme standard dans les systèmes biologiques. Donc c'est une forme intermédiaire entre les deux. Voilà, on va remarquer ici que l'hélice, elle tourne vers la droite. Elle va s'enrouler vers la droite. C'est pour ça qu'on parle de D, ou bien de la forme B droite. Voilà. Dans la forme B, les bases sont linéaires. C'est pour ça, ici, on voit, regardez ici, les bases, ils sont enfouis ici, c'est ce qu'on voit en violet, enfouis à l'intérieur de la spirale, de l'hélice, et ils sont donc linéaires. Donc regardez, par rapport à ici, la forme A, les bases sont obliques et sont un peu penchées. Voilà donc ces différentes structures de l'ADN qui dépendent donc de la forme des sucres, la conformation des sucres et puis de la liaison entre les bases, soit linéaire, soit penchée ici. Quand elle est penchée, donc elle est plus compacte, alors que quand elle est linéaire, elle est intermédiaire et ici, elle est beaucoup plus étendue dans la forme Z. Et dans la forme Z, contrairement à l'orientation ici vers la droite, ici c'est une orientation gauche. D'accord? Voilà. Passons un peu à un autre point très important, l'appariement de bases. Comment se fait la liaison entre les différentes bases des acides nucléiques, et notamment au niveau de l'ADN. La structure en double hélice est maintenue grâce aux liaisons hydrogènes entre les bases, d'une part, mais aussi grâce aux forces d'empilement hydrophobe entre les bases. En effet, regardez ici, quand il y a deux bases qui vont se retrouver les unes à côté des autres, dans les deux brins, ils vont automatiquement s'associer par des liaisons hydrogènes d'un atome A, H, hydrogène d'un azote,
d'une base, et puis d'un atome oxygène de l'autre en face. Même chose ici, même chose ici. Donc quand il y a une guanine et une cytosine, il y a possibilité de former 3 liaisons hydrogène entre les bases. Par contre, quand il y a une adénine en face d'une thymine, ici on ne peut former que 2 liaisons hydrogène. Entre l'azote ici d'une part et l'atome H, et entre l'atome H et l'atome d'oxygène de la thymine. Voilà, donc retenez bien, liaison ou appariement de base se fait grâce aux liaisons hydrogène, soit 3 liaisons quand il y a guanine et cytosine, et 2 liaisons seulement quand il y a adénine et thymine. Voilà, maintenant qu'on a vu donc les acides nucléiques, leur structure, l'appariement des bases, on va passer aux propriétés donc de l'ADN. Et on va commencer par une première propriété, la tautomérie. Alors c'est quoi? Chacune des bases qu'on a vues précédemment va exister sous 2 formes, tautomères, en équilibre, qui vont être en équilibre dans le milieu, soit une forme énol ou une forme cétone. Regardez ici en haut à gauche, je vous ai mis un peu une portion donc des différentes bases, l'une avec une forme OH, ici une fonction OH et une double liaison, c'est la forme énol, et une forme avec une forme cétonique ici, et pas de double liaison, une liaison saturée ici entre les carbones, et une forme cétone. Et ces 2 formes vont être en équilibre, c'est ce qu'on appelle des formes tautomères. Ils vont être en équilibre dans le milieu. Parce que les électrons ici ne vont pas être stables ici, appartenant tout le temps à cette double liaison. Par contre, ils peuvent donc se balader entre ici le carbone et le O, l'atome OH, et donner une forme cétonique ou bien une double liaison ici. Et ces 2 formes vont être en équilibre suivant l'emplacement donc des électrons, soit ici, soit là. Et dans l'ADN, ici, une remarque très importante, dans l'ADN, c'est la forme cétonique qu'on va trouver en général. Et lors de la réplication, un nucléotide porteur de la forme énol peut être incorporé, ce qui va modifier ainsi les règles d'appariement. Voilà, exemple, la forme énol de la thymine peut s'apparier avec la forme cétone de la guanine et inversement. Et quand c'est arrivé, on obtiendra ce qu'on appelle un mésappariement, donc un appariement particulier qui sera à l'origine d'une mutation s'il n'y a pas de réparation. Donc retenez bien, 2 formes en équilibre possibles pour les bases, une forme énol et une forme cétone. Dans l'ADN, la forme normale c'est la forme cétone, mais il peut y arriver qu'on trouvera un énol qui va être donc apparié à la place de la forme cétonique, et dans ce cas-là, on parlera donc d'une mutation. Heureusement, au niveau des cellules, il y a des systèmes de réparation qui vont donc s'attaquer à ces mutations pour les éliminer. Sinon, donc, ça va donc donner des dégâts et des maladies pour l'organisme vivant en question. Donc, deuxième propriété, la méthylation. La méthylation, c'est quoi? Un méthyle, c'est la fonction CH3. Et la méthylation, c'est un phénomène essentiel dans la régulation de l'expression génétique. En effet, une modification anormale de la méthylation est associée à la plupart des pathologies humaines. Voyons voir un exemple, l'absence de méthylation, ou ce qu'on appelle la déméthylation. Elle est nécessaire pour l'activité de certains gènes. Donc, pour activer certains gènes, il ne doit pas y avoir de méthylation. Et quand il y a une méthyltransférase, qui est une enzyme spécifique qui va catalyser la méthylation de la cytosine en 5-méthylcytosine, donc il va transformer la cytosine en 5-méthylcytosine par une méthylation,
au niveau de la séquence, par exemple, CG répétée au niveau de l'ADN. Et là, cette méthylation va inhiber la transcription. Donc on ne peut pas avoir de transcription dans le cas d'une méthylation. Donc c'est pour ça, le phénomène donc, de méthylation va jouer un rôle très important dans la régulation donc, de la transcription, donc de l'expression génétique. Troisième propriété de l'ADN, la dénaturation. Alors c'est quoi? La dénaturation, c'est la dissociation réversible des deux brins qu'on a vus de l'ADN. Alors, rappelez-vous, on a dit que l'ADN c'est un polynucléotide, les uns sont associés aux autres, et il va se présenter sous forme d'hélice, donc deux brins qui vont être associés l'un à l'autre par des liaisons hydrogènes entre les bases. Voilà qui est représenté ici. Deux brins reliés les uns aux autres grâce à l'appariement des bases. Deux brins antiparallèles. Et la dénaturation va se passer quand les deux brins vont se séparer, comme ici. Alors, quand est-ce qu'on a une dénaturation? Alors, plusieurs facteurs vont jouer ici. Par exemple, les deux facteurs essentiels, la température et le pH. En effet, quand la température va augmenter, regardez ici sur cette figure, la dissociation va se passer de plus en plus jusqu'à ce qu'elle devienne totale vers 95 degrés Celsius pour l'ADN. On a un point particulier ici qu'on appelle TM, aux températures de fusion. C'est une température moyenne quand on a autant donc, de brins associés que de brins non associés. Alors quand il y a 50% ici des brins associés, on parle de température de fusion, qu'on note TM. Ce processus de dénaturation s'appelle la restauration ou l'hybridation de l'ADN. Et l'interaction entre la dénaturation et la restauration va être exploitée dans de nombreux procédés biotechnologiques comme la réaction en chaîne par polymérase, le PCR, le Southern blots et l'hybridation in situ. Donc plusieurs techniques utilisées en laboratoire, donc dans les analyses médicales, vont être basées justement sur cette propriété de dénaturation de l'ADN. Voilà. Maintenant, voyons voir quelques propriétés communes aux acides nucléiques. On va les trouver à la fois pour l'ADN et pour l'ARN. La première, à pH physiologique, les acides nucléiques, donc ADN et ARN, vont être chargés négativement et ces charges sont dues au groupement phosphate qu'on a vu précédemment. Car à ce pH physiologique, les bases ne sont pas chargées. Et cette propriété va être exploitée, utilisée pour les séparer par électrophorèse. Deuxième propriété commune aux acides nucléiques, ADN et ARN, les deux sont solubles dans l'eau, sous forme de sels d'acide nucléique. Par contre, ils sont insolubles dans l'alcool, ce qui permet de les précipiter par l'éthanol ou l'isopropanol. Donc soluble dans l'eau, insoluble dans les alcools, éthanol ou isopropanol par exemple, qui va permettre la précipitation des acides nucléiques quand on va vouloir les extraire donc des cellules. Et enfin, les acides nucléiques, ADN et ARN, vont être sensibles à l'hydrolyse acide. En effet, l'acide, quand il est fort, par exemple HCl 6N à 120 degrés, il va permettre la dégradation totale des acides nucléiques, que ce soit l'ARN ou l'ADN. Par contre, quand les conditions sont beaucoup plus douces, par exemple un HCl 1N et 60 degrés seulement, là, on va séparer donc les sucres des bases.
C'est ce qu'on appelle la dépurination. Voilà. Donc retenez bien, on a vu des propriétés propres à l'ADN, comme la dénaturation par exemple, et on a vu des propriétés communes aux acides nucléiques, comme par exemple la charge du phosphate qui va dépendre donc du milieu, la solubilité, et puis la dégradation qui va dépendre donc de la concentration des acides. Quand c'est fort, on va les dégrader complètement, et quand c'est doux, là, on va séparer les deux brins, par exemple, et casser les liaisons hydrogènes entre les différentes bases. Et puis, on peut même couper les liaisons entre les sucres et les bases. C'est ce qu'on a appelé la dépurination. Toujours dans les propriétés communes aux acides nucléiques, et on va finir par une propriété très importante qu'on appelle l'absorption de la lumière. En effet, quand on regarde le spectre d'absorption d'une solution d'ADN, présente dans une large bande d'absorption dans l'ultraviolet proche, avec un maximum à 260 nanomètres, regardez ici la figure de droite, quand on regarde donc le spectre d'absorption, on a un sommet ici à 260 nanomètres. Et ce sont les bases associées qui sont responsables de cette absorption. Et cette propriété optique va être utilisée pour le dosage et le contrôle de la pureté des acides nucléiques. Voilà. En effet, une solution aqueuse contenant 50 microgrammes par millilitre d'ADN va donner une valeur égale à 1. D'accord ? Et on peut utiliser ce rapport des absorbances à 260 et 280 nanomètres pour évaluer la contamination. Plus il y aura de protéines, plus ce rapport va être petit. D'accord ? Quand il y a absence totale des protéines, le rapport va être égal à 1. Parce qu'il n'y aura pas de protéines, donc 0 dans le dénominateur, et quand on fait le rapport quelque chose sur 0, c'est 1. Voilà, donc cette propriété d'absorption de la lumière est très importante parce qu'il va permettre donc de doser ou d'évaluer la pureté donc d'une solution d'acide nucléique quand on va l'extraire des cellules. Et pour finir avec la structure de l'ADN, je vous ai mis ici cette diapositive qui va vous présenter la structure globale, une vue globale donc de la structure de l'ADN que j'ai trouvée sur des sites. Je vous ai mis ici l'adresse donc des sites concernés. Donc ici à gauche, on a donc les deux brins orientés ici d'une manière contraire, donc c'est bien des brins antiparallèles. Les bases sont enfouies à l'intérieur et sont reliés soit par une double liaison ici de pont hydrogène, 2, ou bien 3, quand il y a C et G. Quand il y a donc T et A, thymine, adénine, 2 liaisons, et quand c'est CG, c'est 3 liaisons. Voilà, et à droite, on voit donc cette hélice d'ADN dans donc l'espace pour voir un peu sa structure d'une tridimensionnelle. Voilà, on voit bien que les atomes de phosphate sont orientés à l'extérieur de l'hélice. Une orientation vers la droite, quand il s'agit donc de la forme B. Et puis des bases à l'intérieur reliées les unes aux autres par des liaisons hydrogènes, donc des liaisons faibles. Voilà. Encore une diapositive pour vous donner une idée sur les dimensions donc des chromosomes au niveau donc des noyaux des cellules. Regardez bien ici, on a les chromosomes, donc la forme finale compactée et qui prend très peu de place. Donc on a tellement d'enroulement, les nucléotides ou les deux brins vont s'enrouler de plus en plus jusqu'à former des formes très compactes qu'on appelle les chromosomes. Voilà, et cette forme, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, permet donc de protéger notre ADN
avant de l'orienter vers la transcription, etc. ou la réplication. Donc quand on déroule ces chromosomes, regardez, on obtient une chromatine ici, plus ou moins enroulée, avec des nucléosomes. Ici, les bases, ce qu'on voit ici en bleu, ces protéines particulières basiques qu'on appelle les histones. Les voilà ici. Et regardez comment donc les brins d'ADN, de nucléotides, vont s'enrouler sur ces protéines pour devenir de plus en plus compactes. Voilà ici, la forme compacte, protégée ici. Et ici, cette forme déroulée avant l'engagement vers la transcription ou la réplication. Voilà. Maintenant qu'on a fini avec l'ADN, on passe au deuxième acide nucléique, l'acide ribonucléique qu'on appelle l'ARN, et qui contient, retenez bien, le ribose au lieu de désoxyribose. Alors, là on aura aussi, comme au niveau de l'ADN, différents types d'ARN. Alors l'acide ribonucléique, l'ARN, c'est toujours un polymère de ribonucléotides, puriques ou pyrimidiques, et qui sont aussi reliés les uns aux autres par des liaisons phosphodiester. Jusque-là, ça ressemble à l'ADN. Et l'ARN, il est synthétisé au cours d'un processus qu'on appelle la transcription. Donc, d'où vient l'ARN? L'ARN vient de l'ADN, par un phénomène qu'on appelle la transcription. L'ARN natif, donc qui est issu de l'ADN, il va exister sous forme d'une molécule, soit monobrin, capable de se replier sur elle-même, ou sur lui-même, pardon. Il va exister plusieurs types d'ARN. L'ARN ribosomal, qu'on va noter l'ARN R, voilà, ARN ribosomal. Ce sont des composants des ribosomes, on va les trouver dans les organites cellulaires ribosomes. C'est là où va se passer la biosynthèse des protéines. Donc retenez bien, ARN ribosomal, comme son nom l'indique, va se retrouver dans les ribosomes. Et les ribosomes, c'est le siège donc de la biosynthèse protéique. Deuxième type d'ARN, l'ARN messager, qu'on note ARN petit m. Ce sont des transporteurs de l'information génétique lors de la synthèse des protéines. Donc ce sont les ARN messagers qui vont transporter l'information génétique qui était au niveau de l'ADN. Et on passe de l'ADN à l'ARN par transcription. Troisième type d'ARN, l'ARN de transfert, qu'on note ARN petit t. Qu'est-ce qu'ils ont comme rôle, ces ARN de transfert? Ils vont jouer le rôle de transporteur des acides aminés nécessaires à la synthèse des protéines. Voilà. Donc retenez bien, trois types d'ARN. ARN ribosomal qu'on trouve au niveau des ribosomes. ARN messager qui va jouer un rôle de transporteur de l'information génétique qui était dans l'ADN. Et l'ARN de transfert, il va apporter, lui, les acides aminés lors de la biosynthèse des protéines. Donc, en gros, les ARN vont jouer un rôle de facilitateur de la biosynthèse des protéines. Les uns vont être au niveau des ribosomes, les autres vont transporter l'information génétique de l'ADN par transcription, et les autres, les ARN de transfert, enfin, vont transporter les acides aminés pour les relier les uns aux autres et former une protéine. Voilà. Et contrairement à l'ADN, il n'y a pas de relation entre le nombre de purines et le nombre de pyrimidines. Voyons un peu plus en détail ces ARN. On va commencer par l'ARN messager. Où est-ce qu'il va être synthétisé? Il va être formé dans le noyau des cellules. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'ADN par transcription qui va donner l'ARN messager.
Donc l'ARN messager va être une copie, si vous voulez, du génome issu de l'ADN. Et c'est l'ARN messager qui va transporter cette information génétique du noyau vers le cytoplasme où va se passer la biosynthèse des protéines. Quand on va former l'ARN messager, donc ça sera un polynucléotide aussi, et qui va ressembler génétiquement, ou si vous voulez, génomiquement, entre guillemets, à l'ADN qui lui a donné naissance. Et chaque 3 nucléotides de l'ARN messager, on va les appeler codons. Et chaque codon, il est traduit en acide aminé lors du processus de traduction. Donc vous verrez ça en détail quand vous allez étudier la biosynthèse des protéines. Et il existe des codons qu'on appelle les codons stop et qui ne sont pas traduits, eux, en protéines. Une remarque, l'ARN messager a une courte durée de vie. Donc une fois notre protéine est synthétisée, l'ARN messager n'existera plus. Il n'aura plus de rôle à jouer. Et la longueur de l'ARN messager va varier suivant le gène qu'il code. Et enfin, l'ARN messager va représenter de 5 à 10% de l'ARN total cellulaire. Donc je vous ai mis ici en bas un petit rappel du dogme central de biologie. On a l'ADN, nos 2 brins ici de l'ADN. On passera donc de l'ADN à l'ARN par le phénomène de transcription. Et tout ce qui est au niveau de l'ADN, il sera transcrit. On le retrouvera au niveau de l'ARN messager. Et dans le cytoplasme, au niveau des ribosomes, on passera donc aux acides aminés, donc à la protéine, par phénomène de traduction. Donc retenez bien, le dogme central, c'est le passage de l'ADN à l'ARN et de l'ARN à la protéine. Et ça se passera toujours de cette manière. Toujours dans l'ARN messager, et les ARN des prokaryotes seront polycistroniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils contiennent des informations codantes pour plusieurs chaînes polypeptidiques à la fois. Par contre, dans l'ARN messager des eucaryotes, qui code pour un seul polypeptide, on les appellera des ARN monocistroniques. Donc polycistronique quand ils codent pour plusieurs chaînes polypeptidiques, monocistronique quand ils codent pour un seul polypeptide. L'ARN messager va être caractérisé par la présence d'une longue séquence de nucléotides qu'on appelle une queue poly-A. Donc plusieurs adénines, ici, nucléotides à adénine, vont être reliés les uns aux autres. Ils vont se retrouver à l'extrémité 3' de l'ARN messager. Et cette structure, cette queue poly-A, va jouer un rôle de renforcement de la stabilité de l'ARN messager. Et enfin, à l'extrémité 5', phosphate, on a une région constituée d'une molécule de 7-méthylguanosine et qui va être rattachée ou attachée vers l'arrière par une liaison triphosphate. Et cette structure est reconnue par une seule protéine ribosomale, ce qui va avoir comme effet l'initiation de la traduction. Voilà. Deuxième ARN, l'ARN de transfert, l'ARN T. C'est une petite molécule d'ARN formée de 75 à 90 nucléotides, ce qui représente 10 à 15% de l'ARN total de la cellule. Certains acides aminés possèdent plus d'un ARN de transfert, donc plus d'un codon. Mais il existe au moins un acide aminé pour chaque ARN de transfert. Là aussi, il y aura des régions particulières au niveau de l'ARN de transfert, comme au niveau de l'ARN messager. Deux régions attirent l'attention.
d'abord toujours la même séquence de codons d'attachement au niveau de l'extrémité 3', et une région anticodon qui sera complémentaire au codon de l'ARN messager. Et enfin, lors de la traduction, l'ARN de transfert va apporter les acides aminés suivant la séquence des codons de l'ARN messager au fur et à mesure de l'allongement de la protéine et va rester intact à la fin de la traduction. Il n'est pas dégradé. D'accord? Donc il est toujours recyclé. Quand il va apporter un acide aminé, il dépose l'acide aminé pour être donc engagé dans la biosynthèse protéique et il va partir rechercher un autre acide aminé, etc. Voici la structure de l'ARN de transfert. Ici, c'est pas comme l'ADN. Ici, un seul brin qui va être donc retourné à certains endroits, certaines régions particulières. Ici, par exemple, une boucle ici, là et là. Par exemple, ici, la boucle type C. D'accord, qui va former le site A au niveau des ribosomes. La boucle anticodon ici, qui va donc être reliée à l'ARN messager. Et puis la boucle dihydrouridine qui, elle, va s'occuper donc ou va recevoir l'enzyme particulier de la biosynthèse protéique qui est l'aminoacide tRNA synthétase. Donc toujours cette région particulière, l'ACC, ici du côté 3'. D'accord? Voilà la structure de l'ARN de transfert. Et une boucle ici particulière qui va être variable d'un ARN de transfert à un autre. Donc ici, ce que vous voyez en orange ici, ce sont des bases constantes qu'on va trouver dans tous les types d'ARN de transfert. Troisième type, l'ARN ribosomal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cet ARN ribosomal va être localisé au niveau des ribosomes. Il va représenter de 50 à 65% de l'ARN total de la cellule. Le ribosome, c'est quoi? On a dit c'est un organisme cellulaire, cytoplasmique, et qui va connaître le siège, qui va jouer le rôle de siège principal. C'est là où va se passer la synthèse des protéines. Et dans ce complexe ribonucléoprotéique, l'ARN ribosomal va représenter à peu près 60% et la partie protéique 40%. Donc c'est ça, le ribosome. C'est un mélange de protéines et d'acides nucléiques qui est l'ARN ribosomal. L'ARN prend 60% comme part, alors que la partie protéique 40%. Le ribosome, comment il va être formé? Vous allez voir ça en détail dans la biologie cellulaire. Ce sont deux sous-unités. Une grande sous-unité qu'on note GSU, grande sous-unité. Il va jouer un rôle dans la formation des liaisons peptidiques au niveau donc des ribosomes lors de la biosynthèse des protéines. Et la petite sous-unité PSU, qui va être désignée par la valeur S, unité Svedberg. Donc retenez bien, le ribosome, deux sous-unités, deux parties, une grande qu'on appelle la grande sous-unité et une petite sous-unité, mais les deux ce sont des complexes ribonucléoprotéiques, donc constitués d'acides nucléiques ribosome, ARN, et puis des protéines. Revenons à cette unité Svedberg dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est quoi? C'est l'unité de sédimentation qui est utilisée pour la détermination du poids moléculaire des macromolécules, par exemple les ribosomes. Donc on va mesurer donc, le poids moléculaire des ribosomes par cette unité S qu'on appelle l'unité Svedberg. Et c'est une unité qui fait donc allusion, qui fait donc appel à la sédimentation quand on va sédimenter les composés, ou les protéines par exemple, ou les ribosomes ici. Donc on va la noter S. Un Svedberg, c'est quoi? Il va correspondre à un temps de sédimentation de 10 puissance 13 secondes à 20 degrés dans l'eau. Voilà. Donc retenez bien,
l'unité donc de mesure des poids moléculaires des macromolécules, c'est le Svedberg. Et ce Svedberg, il est défini par justement l'unité de sédimentation. Par exemple, le ribosome des prokaryotes va être 70 S, 50 pour la grande sous-unité et 30 pour la petite sous-unité. Par contre, le ribosome des eucaryotes sera 80 S, 60 S pour la grande sous-unité et 40 S pour la petite sous-unité. Pendant la traduction, l'ARN messager va se positionner entre la petite et la grande sous-unité du ribosome, toujours, pour être lu. Et l'ARN ribosomal, on a dit, il va être intact à la fin de la traduction. Donc là aussi, une fois qu'on va traduire une portion donc, du génome, on peut utiliser le même ribosome pour traduire une autre partie de l'ARN messager. Voici enfin une diapositive qui vous donne donc une idée sur la forme donc, des ribosomes. Toujours, on a dit deux sous-unités ici en bleu-gris. Voilà. Une petite ici qu'on voit en bas. Et entre les deux va donc se positionner l'ARN messager qui va être traduit grâce à ces ARN de transfert qui vont transporter les acides aminés pour les relier les uns aux autres et former donc le polypeptide, notre protéine. Voilà, donc vous verrez ça en détail lors de la biosynthèse des protéines, mais retenez bien, la biosynthèse des protéines se passe au niveau des ribosomes, ça se passe dans le cytoplasme, plusieurs facteurs vont jouer, des facteurs enzymatiques, l'ARN messager ici, les deux sous-unités du ribosome et des ARN de transfert qui vont transporter les acides aminés pour les relier les uns aux autres et former notre protéine. Merci pour votre attention.